Bonjour. Et puis je crois que par rapport aux autres invités, toi c'est ta première année au Savoir Retro Games. Exactement, ouais. Alors, Première. ton premier sentiment après une journée? Eh ben, sincèrement, vachement bien. Moi, j'ai adoré l'accueil déjà. L'accueil est juste extraordinaire parce que le staff tout est bien orchestré. L'accueil, tout le monde est chaleureux. Les gens qui viennent ici sur le salon ne voient pas tout, mais en coulisses, il y a une vraie ambiance. Il y a des gens qui sont vraiment soudés. Beaucoup de bénévoles d'ailleurs qui se donnent à fond sur ce week-end. Et le soir, entre autres, on mange tous ensemble avec une belle table. Ça a commencé dès le vendredi soir avec une belle raclette. Tout le monde était là. Il y a cette ambiance que j'ai beaucoup aimée et le public est super gentil. Donc là, hier notamment, on a fait un événement sur scène à voir sur la page Facebook. Ça a été filmé, mais on a joué à Street Fighter 2 sur c'était Super rigolo. C'était les gens criaient, il y avait la foule, on s'est éclaté. Franchement, c'est amusé. On a passé un super moment. J'ai été voir un peu dans la grande salle. C'était vraiment, il y avait une très très bonne énergie. Voilà. Et alors, je précise quand même, pour ce défi-là, ce tournoi, j'ai fait volontairement le mauvais catcheur, le méchant catcheur. Tu sais, au catch, il y a toujours le gentil, le méchant. Comme tout le monde est gentil sur le plateau, et il y a Marcus, tout le monde, Fred et tout, j'ai voulu faire le méchant pour essayer de me démarquer. Donc du coup, ne croyez pas que je suis méchant, ceux qui regardent. Je ne suis pas du tout méchant, je suis bienveillant avec tout le monde. C'est juste que là, il fallait trancher et raconter une histoire. Et du coup, il y avait tout un truc qui s'est passé sur scène. Donc j'ai été un peu arrogant pour le show. Voilà. Mais en vrai, je suis pas méchant. Je me suis excusé après et tout ça. Qu'est-ce qui t'a fait venir ici? Alors, est-ce que c'est par le biais de Marcus ou c'est ce que Savoir Retro Games qui est venu te chercher? Comment ça s'est passé un peu l'histoire? Alors, à la base, ça fait Marcus qui me dit depuis longtemps, il faut que tu ailles là-bas. Il me dit, Savoir Retro Games, c'est vachement bien et tout. Bertrand, l'organisateur, qui est carrément venu voir un plateau de Team Game One un jour. Et il était là, il me disait j'aimerais beaucoup que tu viennes, ça me ferait plaisir. Et moi, je fais jamais les salons en fait. Et c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est pas parce que j'aime pas rencontrer le public, au contraire, j'adore ça, vraiment. Mais il faut savoir que contrairement à d'autres animateurs ou d'autres personnes qui travaillent dans ce milieu, comme les youtubeurs et tout ça, moi, je suis en CDI à Game One. Donc toute la semaine, je travaille de 9h jusqu'à 19h30. Et j'ai ma vie de famille, j'ai ma femme, j'ai ma fille. Après, si tu cumules les week-ends. Donc si je cumule les week-ends, je ne vois pas ma fille grandir, je ne m'occupe pas de ma famille, donc c'est un peu compliqué. Et comme je suis en CDI, j'ai 25 jours de congé par an. Donc si jamais je veux un peu me reposer, il faudrait que je prenne des jours de congé perso. C'est un peu compliqué. Mais c'est pas du tout que je n'ai pas envie de rencontrer le public. Au contraire, ça me fait super plaisir de rencontrer les gens. J'aime discuter. Hier, il y avait une séance de dédicace, mais au final, j'ai dit venez tous autour de la table et on a commencé à discuter tous ensemble et tous me poser des questions qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Donc du coup, c'était l'occasion vraiment d'échanger. Donc j'aime rencontrer les gens. Ça me fait énormément de bien et énormément plaisir de parler et de mettre un visage sur tous les pseudos que je vois. Parce qu'avec Team Game One, qui est une émission en direct où on discute avec les téléspectateurs, je vois les pseudos. Donc certains téléspectateurs au début ils me disent je m'appelle Xavier et au bout de 10 minutes de discussion, ils me disent bon en fait mon pseudo c'est ça. Et je dis mais non en fait je connais ce pseudo. On va même vous faire des cadeaux. Donc je remercie tous ceux qui m'ont offert des cadeaux hier, ça m'a fait énormément plaisir. Et donc, je ne fais pas les salons habituellement à cause de ça, sachant que j'ai d'autres activités à côté, parce que j'ai créé une marque de chaises gaming qui s'appelle Rect. D'accord. J'ai d'autres sociétés aussi à côté qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo. Je travaille chez Fun Radio aussi, donc tout ça, c'est déjà dans mon temps de travail. Il faut que je plug des créneaux en dehors de mon temps de travail pour m'occuper de tout ça. Et Bertrand, l'organisateur, m'a dit si tu viens, ça serait vraiment top et tout. J'ai dit, je viens uniquement s'il y a une raclette. Il m'a dit, je te promets la raclette. Et quand je suis arrivé, il y avait la raclette. Et je suis quasiment venu pour ça parce qu'à la base, ma femme, je suis en plein régime en ce moment. Tous les soirs, là, chez moi, je mange comme une blogueuse mode. Tu vois. Ça va, méga healthy. Non, mais il faut perdre encore. Tu vois. Et là, je me suis rattrapé. Alors, je voulais pas le dire à ma femme, mais en fait, j'ai fait une story sous le feu de l'action. J'étais content qu'il y ait tout le monde, avec Marcus on mangeait, il y avait du vin, on s'éclatait et tout. Et du coup, elle m'a envoyé un petit texto avec un petit diable en disant profite. Quand tu rentres lundi. Quand tu rentres lundi, tu vas bouffer comme une blogueuse healthy, tu vois. Donc j'en ai profité. On a mangé ça, on a mangé ça. Les pâtes là, c'était quoi? C'était bon ça. Ça c'était bon, ouais. J'ai jamais mangé ça de ma vie. Moi non plus. C'était délicieux. J'ai adoré, vraiment. Donc voilà, un vrai plaisir. J'ai
Je suis tombé sur toi, une interview en 2018 où tu parlais du jeu vidéo, de l'évolution. Moi, j'avais beaucoup apprécié ta vision en fait, du jeu, de l'évolution du jeu vidéo. Et j'avais bien aimé ce que tu avais raconté autour du VR. Je ne sais pas si tu te souviens de la réalité augmentée. Ouais. Ouais. Alors, cette Ou le vision, fantasme. ma vision, le fantasme, en fait, elle évolue beaucoup dans le temps en fonction de l'écosystème et de toutes les sollicitations ou news, innovations qui arrivent en fait. Donc j'évolue tout le temps et il y a des trucs sur lesquels je reste ancré et je ne changerai pas d'avis. Mais à l'époque, j'ai dû parler justement du fait que la réalité virtuelle était quelque chose qui nous enfermait dans le jeu vidéo, qui n'était pas forcément agréable dans l'expérience utilisateur, même si elle est bluffante quand même. Et que ça ne serait pas quelque chose qui allait se démocratiser, que pour démocratiser ça, il fallait que carrément il y ait cet environnement en réalité augmentée qui arrive autour de nous, peut-être par le biais de lunettes connectées ou quelque chose qui fasse en sorte qu'on aille savourer le jeu vidéo au-delà de cette petite fenêtre qu'est la télévision. J'ai sûrement dit ça à l'époque. Moi, j'y crois toujours. Hein. Mais je pense que c'est un pont. Je pense que le VR, il est indispensable pour arriver à la réalité augmentée. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, non, les deux peuvent être dissociés, la réalité augmentée et la VR, je pense. Les deux peuvent être dissociés parce que demain, un environnement en réalité virtuelle peut nous plonger sur la planète Mars à combattre des monstres. En réalité augmentée, ce sera compliqué parce que quoi qu'il arrive, il faut composer avec l'univers dans lequel on est. Parce que si demain j'ai des lunettes en réalité augmentée, là, je peux me balader dans la rue, mettre le GPS, mettre des infos sur toi avec ton profil Facebook, reconnaissance faciale et tout. Et si je veux jouer aux jeux vidéo, je vais mapper carrément un terrain de football ici et je vais jouer à FIFA avec peut-être une manette directement, mais avec le stade de foot qui est ici sur cette table. Mais l'environnement réel va quand même exister, tu vois. Donc je pense que les deux sont différents, c'est deux consommations différentes. Il y a des gens qui adorent la VR et là pour le coup ils peuvent s'éclater. Ouais. Il y a même des abonnements illimités. Donc HTC le fait notamment, qui sont des sortes de Netflix du jeu vidéo VR. Mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui va se démocratiser. Tout comme le cloud gaming, je ne suis pas sûr que le public va adhérer massivement à ce genre d'usage en fait. Est-ce que c'est pas un problème de gameplay ? Moi, ce que j'avais remarqué au début du VR, je trouvais qu'on avait beaucoup d'adaptations de jeux 2D sur le VR. Maintenant, il y a des choses qui commencent à se faire, comme Beat Saber ou qu'est-ce qu'il y avait comme jeu ou le tennis de table. Par exemple, moi, ce que j'aimais bien dans le tennis de table, c'est qu'une raquette, c'est léger, donc la manette peut laisser croire que la vibration de la balle fournie par la manette, elle peut être confondue effectivement avec la vibration de balle, parce que c'est pas une balle de tennis, c'est quand même léger. Et l'avantage, c'est, on se dit, tiens, je vais jouer aujourd'hui, je dis, je vais jouer au ping-pong avec toi. Là, c'est compliqué. Il faut une table, c'est compliqué. Raquettes, et il faut, voilà. Mais le VR va permettre, dans certains cas, à faciliter certains jeux. Ah oui, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Là, le ping-pong, entre autres, là, qui est sorti récemment, il est vraiment bien. Ça, c'est fabuleux. Il est vraiment bien. Et moi, aujourd'hui, je dissocie quand même dans la VR, il y a deux catégories quand même. Il y a les expériences VR, et là, il y en a énormément, qui permettent de profiter d'un court instant de sensations et d'expérimenter des choses. Et il y a les vrais jeux. Beat Saber est un vrai jeu. C'est plus une expérience, là, pour le coup. Il est vraiment très, très bien pensé. Il y en a plusieurs comme ça qui ont été très, très bien pensés. Mais après, alors, en fait, je reviens un peu sur tous les E3 et je rebondis un peu sur le cloud gaming. Moi, j'ai fait beaucoup d'E3 où ils nous ont présenté des innovations incroyables. Et à chaque fois, nous les gamers, on a un truc, c'est qu'on est hyper emballé par une technologie. Et quand il y a une innovation, on est hyper emballé. C'est comme ça a toujours été comme ça. Et je me souviens par exemple que quand ils nous ont présenté la Wii à l'époque, tout le monde était là, les journalistes, les premiers, tu étais là, tu discutais avec eux, tu disais mais c'est extraordinaire, il y a un avant et un après. Et il y a des mecs qui disaient mais ouais, en fait, appuyer sur une manette et sur des boutons, c'est archaïque. Désormais, on va jouer que comme ça. Et on a joué à Wii Sports, on a joué à d'autres jeux comme ça, mais très rapidement, on est revenu quand même à nos manettes, tu vois. On est revenu à notre jeu classique. Et la Wii, c'est devenu un peu la console du placard, la console raclette. C'est marrant de dire ça. Et on la ressortait juste quand on avait des potes pour s'amuser. Quelques années plus tard, on nous a dit, attendez, là, on vous montre l'avenir du jeu vidéo. Il y a Spielberg qui vient sur scène chez Microsoft et il nous dit, là, on a réinventé la roue, il nous présente Kinect. Et là, pareil, les journalistes sont dans la salle, tu discutes avec eux, ils te disent, mais c'est l'avenir. C'est l'avenir. Ça y est, on va lâcher vraiment la manette. Ils te disent, là, oui, c'était de la merde, en fait. Maintenant, on va vraiment lâcher la manette. Et là,
C'est encore mieux que Minority Report parce que dans Minority Report, il fait comme ça Tom Cruise, mais il a un gant. Il dit là, il n'y a même pas de gant. Tu peux parler et tu peux tout faire avec les mains. Sauf que Kinect, on connaît son destin et derrière, on l'a complètement délaissé et on n'a pas à jouer avec ça. Après, les éditeurs sont revenus avec la 3D. Donc après, on nous a fait présenter des jeux en 3D. Donc moi, je me souviens, je faisais des présentations behind closed door de certains jeux, Avatar, pour ne pas le citer, avant que le film sorte, chez Ubisoft. Et on était avec les lunettes 3D. Et tout le monde nous disait, bah ouais, la 3D, voilà, ça va être l'avenir du jeu vidéo. Et quand tu parles avec les journalistes à l'époque, ils disaient, bah oui, c'est logique. Parce que le jeu vidéo, il est pensé en 3D déjà à la base. Et on le regarde dans un truc 2D, dans une télé. Donc c'est logique. On ne pourra plus jouer en 2D sur une télé classique. Maintenant, on voudra toujours être dans... Ouais, mais au final, regarde, les télé 3D, qui utilise la 3D? Non, même au cinéma, je ne sais pas si ça cartonne autant. Au cinéma, si quand même, tu les ressors de temps en temps. Mais au final, voilà, on est revenu encore au classique, tu vois, avec sa télé, avec sa console, machin et tout. Donc il y a toujours quelque chose. Et après, il y a eu la 3D sans lunettes sur la 3DS. Mais au final, on l'a tous désactivé pour derrière jouer de façon classique. Donc à chaque fois, le jeu vidéo, il y a toujours des innovations, des trucs qui viennent et qui nous font rêver. Dernièrement, on a eu la VR, la réalité virtuelle. Ça nous fait rêver, tu vas à l'E3, tu testes des trucs, tu dis c'est incroyable. Moi j'ai fait l'expérience sur l'Oculus il n'y a pas longtemps avec Dark Vador Immortal, où carrément tu fais un combat contre Dark Vador et tout. C'est bluffant, j'avoue c'est bluffant. Mais d'un point de vue du jeu vidéo et du grand public, majoritairement les gamers n'ont pas adhéré à ça. Il y en a qui jouent en réalité virtuelle, mais ce n'est pas la majorité. On va dire si tu prends les chiffres, je crois qu'on est à peut-être, on va dire 90% des gamers, ils ne jouent pas comme ça. Et je pense que le cloud gaming, ça va être pareil. Nous, on nous vend le cloud gaming, mais le cloud gaming, je ne suis pas sûr que la majorité des gamers vont adhérer. Il y a peut-être des nouveaux gamers qui vont arriver, comme ça a été le cas avec la Wii, mais je ne pense pas que la majorité vont adhérer. Et en plus, derrière, il y a tout un écosystème auquel je pense, où je me dis que les gens ne sont pas préparés à ça. Tu vois, la musique, parce que la logique, c'est les mecs, les financiers, ils te disent la musique a été dématérialisée. Les cinémas et les séries télé ont été dématérialisées, donc la musique avec Spotify, Deezer. Netflix, Amazon, ils ont dématérialisé les séries télé et le cinéma. Donc la logique, c'est que le jeu vidéo, c'est la prochaine étape avec la 5G. C'est ce qu'on te dit, tout le monde te fait ce discours-là. Mais moi, j'y crois pas parce que si je reviens en arrière, la musique, quand Spotify et Deezer arrivent, finalement, ils chopent la bonne temporalité à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on pirate tous notre musique. On est déjà en train de la pirater, en fait. Et comme on est déjà en train de la pirater, au final, quand ils arrivent avec une offre à 10 € par mois où tu te dis, finalement, là, je vais payer, j'aurai plus de virus, j'aurai toute la musique, je vais arrêter de passer du temps sur mon ordinateur à chercher des albums dans tous les sens et aller sur des sites qui parfois ferment et tout. Là, c'est facile, je vais payer ce confort pour 10 € par mois. Quand Netflix arrive à l'époque, quelques années avant, on est sur Popcorn Time. On est en train de pirater des films, on est en train de chercher des trucs, les torrents, les machins et tout. On est tous en train de pirater. Et là, d'un coup, il y a une offre à 10 balles par mois et en plus, tu peux partager ton code avec tes potes et tout, avec Netflix. Et tu te dis, j'ai plus besoin de pirater. Tu gagnes du temps. Tu gagnes, au final, tu n'as plus les virus, tu n'as plus besoin de chercher les liens et de galérer, tu as des séries en temps et en heure et tout. Ça arrive au bon moment. Là, le jeu vidéo, il te parle de cloud gaming, mais là, aujourd'hui, quand je regarde la consommation, les gens, ils piratent pas trop, quoi. Là, il n'y a pas un piratage massif du jeu vidéo. Ouais, surtout dans le game, surtout sur les consoles. Sur les consoles, c'est bien sécurisé. Ça n'a jamais été vraiment la philosophie, parce que même dans les années 80-90, c'était coûteux et compliqué de dumper des cartouches. On piratait quand même. On piratait beaucoup avant. La Dreamcast, elle était méga piratée. La PlayStation, la première numéro, elle était méga piratée. Moi, j'ai acheté un Amiga et un Atari ST à l'époque. Sur les micro-ordinateurs, on avait tout piraté. On piratait tout. Moi, j'ai l'impression que c'était plus fort sur les micro-ordinateurs, le piratage, que sur les consoles. Parce que c'était plus facile. À l'époque, sur les ordinateurs, en fait, quand Atari et Amiga ils vendaient des ordinateurs, eux, ils se faisaient du fric sur les ordinateurs, mais pas sur les jeux. Nintendo, quand ils arrivent avec leur console, eux, ils prennent un droit de licence sur chaque boîte de jeu. Donc, d'un coup, si tu dis, si tu pirates mon jeu, ils gagnaient de l'argent sur les consoles, mais aussi sur les jeux. Et sur les consoles, encore, je suis pas sûr, je crois que beaucoup de consoles ont été sorties au début à perte, quasiment. C'est sur les jeux qui gagnent de l'argent. Donc, je ne suis pas sûr que le public soit apte à faire ça. Il y a des gens qui utilisent déjà des solutions de cloud gaming. Le cloud gaming existe déjà. Et on peut citer des services comme le service GeForce Now, Shadow ou encore le PlayStation Now. Ici, à la Savoir Retro Game, j'ai posé la question qui utilise ces services-là. Il n'y a personne qui lève la main. Donc, si le cloud gaming devait exploser dans les prochains mois,
il devrait déjà un peu exploser maintenant. Parce que ça existe depuis au moins 2 ans. C'est pas le cas. Donc je suis assez sceptique par rapport à ça. Je pense que c'est un truc, ça sera un nouvel usage du jeu vidéo, ce sera un moyen d'y jouer. Pour les constructeurs et tout ça, ça sera peut-être un moyen de gagner un large public parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la PS4 ou la Xbox One, plus la Switch, on doit être à 200 millions de consoles à tout casser, alors qu'elles sont sorties il y a pas mal de temps. Demain, avec les smartphones et le cloud gaming, on pourrait toucher 5 milliards de personnes. Bon, ça va être colossal, il y a plein de gens qui vont jouer aux jeux vidéo. Mais je ne suis pas sûr que les vrais gamers ils vont passer à ça. Tu parlais aussi d'une nouvelle génération de gamers qui est sur de nouveaux devices comme les smartphones. Parce que tu donnais des chiffres que ça avait quand même augmenté le nombre de joueurs, ça avait démocratisé un peu le jeu. Bien sûr, ça a démocratisé. C'est 5 milliards de personnes qui ont un smartphone dans le monde. C'est colossal. Il y a 5 milliards de personnes qui ont accès à un moment donné à des jeux en téléchargeant directement sur les App Store ou Google Play. Je crois que toi, tu es un grand fan des jeux de mobile. Moi, j'aime beaucoup le jeu mobile. En fait, j'ai toujours été un amateur de jeux mobiles. Je me souviens à l'époque, et j'embrasse mes collègues, mais à Game One, je me battais avec la rédac à l'époque de la Game Zone. Parce que je voulais qu'on parle des jeux sur les mobiles, les Nokia et tout ça. C'est des jeux qui étaient vraiment pourris à l'époque. Mais moi, de temps en temps, j'étais dans le métro et tout, je me disais, je peux jouer à Sonic sur un mobile Nokia. C'est sympa quand même. Et eux, ils disaient, non, ça, c'est pas du jeu vidéo. Le jeu mobile, ça sera jamais du jeu vidéo. Sauf que quand l'iPhone est arrivé et tout, alors au début, ça a été fait de façon maladroite. Ils ont pris des jeux qu'on connaissait déjà. Ils ont essayé de reprendre les contrôles virtuels. Ça, je ne crois pas du tout. C'est pas très agréable et tout ça. En revanche, quand tu as des jeux bien pensés, type Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars, le dernier Call of Duty qui est juste une merveille, là tu te dis putain, il y a des jeux qui sont ouf et que tu pourrais pas retrouver derrière sur un PC. Un Clash Royale demain, sur un PC, je suis pas sûr qu'il aurait la même maniabilité, aussi agréable et tout. Il y a un côté agréable avec son mobile, c'est beau sur un mobile et tout. Il y a certains jeux, ils ne sont pas tous beaux, mais là par exemple, là, vous avez l'offre Apple Arcade qui vient de sortir. Oui, j'allais t'en parler, qu'est-ce que tu en penses? Qui est vachement bien, rapport qualité-prix imbattable. Pour 5 balles par mois, tu as des jeux de ouf, quoi. Et là par exemple, tu peux citer dans les meilleurs jeux du store en ce moment, et sachant qu'il y en a d'autres qui vont arriver, il y a Assemble with Scare qui est hyper simple dans le gameplay, mais qui devient hyper agréable à jouer finalement, où tu dois réparer plein d'objets. Tu as What the Golf, qui est juste incroyable, parce que c'est un jeu qui revisite le golf façon Katamari Damacy, WarioWare, donc tu te retrouves à faire du golf, mais pas avec une balle, mais plus avec une maison ou un vase qui peut casser. Et le jeu joue beaucoup sur la surprise, donc tu es tout le temps en train de rigoler devant ton écran. Et tu as le Ocean Horn 2, qui est une copie de Zelda, c'est un peu le Zelda des smartphones, qui s'inspire beaucoup du Zelda sur Wii U et qui est génial, quoi. Voilà, il y a des super jeux sur mobile. Quand tu regardes, tu peux vraiment passer un super moment. Mais la consommation mobile, c'est encore autre chose. D'ailleurs, je pense que quand tu joues sur PC et console, tu prends un moment. Tu prends un moment pour ça et tu savoures le jeu d'une autre manière. Tu vas avoir un temps de jeu plus long. Tu vas dire, tiens, je vais me faire une soirée, je vais me faire le dernier The Last of Us, tu vois. Tu vas vraiment prendre un moment. Quand tu joues sur mobile, tu joues pour tuer le temps. C'est-à-dire, t'attends le bus, tu vas sortir ton portable. Tu es chez le médecin, hop, tu vas sortir ton portable. Ta meuf, elle est en train de faire à manger, hop, vas-y, tu vas sortir ton portable, tu vas te faire une petite partie, des micro-parties. Peut-être, parfois, tu vas jouer 20 minutes, mais tu vas pas être là pour prendre un moment, tu vas aller pour tuer le temps. C'est des consommations différentes, mais c'est bien qu'elles existent. Moi, je trouve ça bien de se dire, bah tiens, on peut jouer à ça à un moment donné, c'est bien. Et il y a un truc tout bête aussi. Le fait que tout le monde ait le mobile, donc ça veut dire qu'il y a plus de joueurs. Un jeu comme Clash Royale, à Game One par exemple, c'est carrément une question de fierté. C'est-à-dire là, on se fait pause-déj, on se fait des matchs. C'est sûr, c'est facile, c'est dans la poche, tu sors ton truc, vas-y, on fait un match, on se défie, on joue en clan. Enfin, il y a tout un état d'esprit, quoi. Alors, il y a Apple qui sort sa dernière version d'iOS avec ce service dont tu viens de parler et la possibilité de gérer des manettes de consoles de jeux comme PlayStation ou Xbox. Ils ont un petit module qui s'appelle l'Apple TV. Donc, est-ce que la manette sur le mobile, c'est intéressant? Qu'est-ce que tu penses de l'Apple TV, ce genre de choses? Est-ce qu'on n'est pas entre deux? Parce que d'un côté, tu as la console, l'application mobile, et puis après, tu as une tentative d'essayer de rejoindre un peu les deux mondes. On est un peu entre deux, bien sûr. Il y a une convergence qui est incroyable. C'est que, regardez ce qui se passe sur les dernières semaines, mais ça existe depuis déjà quelques temps. What the Golf, il sort sur Apple Arcade, exclusivité mobile, mais il sort quelques jours plus tard sur PC.
Mario Kart qu'on a connu sur console arrive en version mobile, avec le vertical, sur mobile, directement. Call of Duty qu'on connaît, qui va sortir dans quelques semaines là, sur console et PC, hop, il arrive en version mobile. Il y a une convergence, c'était les jeux qu'on connaissait sur mobile. Souvent, ils arrivent dans les magasins en jeux indépendants sur les stores de la Switch ou de la PS4, de la Xbox One et tout. Et les jeux emblématiques des consoles arrivent sur mobile. Les jeux indés des consoles arrivent sur mobile. Il y a plein de jeux qui sont sortis sur console, qui étaient des petits jeux indés super sympas et qui sont arrivés par la suite sur mobile. Donc il y a une véritable convergence par rapport à ça. Après, là, Apple qui ouvre aux manettes, il faut savoir qu'avant, on pouvait brancher des manettes qui n'étaient pas des PS4, des manettes PS4. Sur les téléphones Android, on a toujours pu brancher des manettes. Même au tout début, on pouvait brancher des manettes avec un câble, une manette Xbox. Tu pouvais la brancher avec un câble OTG, pour info. C'est un petit câble qui vaut même pas 5 balles et ça te permettait de jouer directement avec ta manette. J'avais déjà fait un test, moi, pour Virtua Tennis comme ça. Tu peux jouer à Virtua Tennis sur ton mobile Android avec la manette de la Xbox 360 à l'époque, pour te dire. Donc ouais, il y a quelque chose. Mais après, c'est pas tellement le côté possibilité de le faire, c'est que Apple s'ouvre à PlayStation. Est-ce qu'il n'y a pas il s'ouvre. Alors peut-être il y a quelque chose qui se prépare. C'est-à-dire là, l'Apple Arcade, déjà quand ils l'avaient présenté, ils avaient dit qu'aujourd'hui c'était une Apple Arcade qui permettait de jouer. Donc ils avaient sorti des jeux dédiés à ça, des jeux qui ressemblaient à la Wii d'ailleurs au début avec la télécommande. On pouvait faire certains jeux de rythme et tout ça avec la télécommande. Et on pouvait brancher une manette. À l'époque, c'était pas une PS4 ni une manette Xbox One, mais il y avait des manettes de certains constructeurs qu'on pouvait brancher. Donc on pouvait déjà jouer comme ça. Là, pour l'instant, c'est juste la continuité. Après, la force de l'Apple Arcade, c'est que quand tu peux commencer une partie sur iPhone, iPad et la terminer sur ton Mac ou sur ton Apple TV. Ça, c'est quand même une force. Non, le truc qui peut arriver, c'est que le fait qu'il y ait ces manettes-là qui arrivent, c'est les services de cloud derrière. Si demain, le PlayStation là, qui personne ne le sait, il faut le dire à tout le monde, là, c'est disponible sur PC aussi. C'est-à-dire on peut jouer en cloud gaming aux jeux PlayStation, God of War, Uncharted 4, Infamous Second Son, The Last of Us, par le biais du PlayStation Now. Soit tu le fais avec une PS4, soit tu le fais directement depuis un PC. Tu n'as pas besoin de PS4. Tu joues à God of War sur un PC pour 10 balles par mois quand même. Bah, demain, s'ils ouvrent ça au mobile et que tu as le droit de jouer avec une manette PS4, ouais, ça peut être pas mal. Après, il faut accepter le fait de dire tiens, je vais jouer sur un petit mobile. Après, il y a l'alternative Apple TV. Si demain, ils ouvrent ça à Apple TV, ah ouais, ça, c'est pas mal. Maintenant, est-ce que les consoles vont continuer à se vendre si jamais ce service-là marche de façon optimale C'est la question qu'il faut se poser. Parce que la console physique, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de solutions cloud, streaming, etc. qui, bon, ça fait un moment que ça essaye de se mettre en place. Mais la logique, c'est qu'à un moment donné, tous ces services de cloud gaming, ils soient accessibles sur toutes les bécanes et que Stadia aussi soit accessible sur la PS4, qu'il soit pas sur la PS4, sur la Apple TV et tout ça. Il y a une sorte de convergence qui est en train de se créer. Maintenant, tout va être une question d'expérience utilisateur. Et je pense que ça va être un peu ce qu'on a aujourd'hui. Tu peux acheter une Xbox première du nom, Xbox One, tu peux acheter une Xbox One S, tu peux acheter une Xbox One X. Et plus tard, tu pourras jouer en cloud gaming. Donc là, Microsoft, tu auras toutes les gammes de jeux possibles. Mais à un moment donné, pourquoi ils vont faire se positionner sur tous les marchés, c'est qu'ils diront aux joueurs, voilà, vous pouvez jouer en cloud gaming. Et là, ça dépend de votre connexion Internet, machin et tout ça. Vous pourrez peut-être jouer sur Apple TV, vous pourrez peut-être jouer sur votre mobile. Vous aurez la Xbox qui sera la future Xbox One ou la Xbox 2. Vous aurez une bonne puissance et vous aurez le modèle au-dessus pour avoir la meilleure expérience utilisateur. Et en fait, ils te diront, bah voilà, si tu prends le gros modèle, tu auras la meilleure expérience utilisateur. Les jeux, ils seront plus beaux, le son, il sera meilleur, les graphismes, ils seront extraordinaires, ta maniabilité, ça se trouve, elle sera peut-être meilleure. Par contre, si tu prends le truc en dessous, bah, c'est un peu moins bien. Et si tu prends le cloud gaming, peut-être ce sera un peu moins bien. En fait, tout va être une question d'exigence. Si tu es très exigeant, tu voudras le top du top. Et si tu n'es pas très exigeant et que tu dis, bon, bah, finalement, je vais peut-être m'abonner que 3 mois pour réessayer, là, tu iras peut-être vers des solutions de cloud gaming. Peut-être c'est ça. Il y aura toute une question. Mais je dis ça, mais ça se trouve, ça ne sera pas comme ça. Peut-être on va partir mais c'est ce que je voulais. Une vision fantasmique ou voilà, c'est d'analyser un peu le marché, comment réagissent les gamers aujourd'hui en France, comment réagissent les gamers à l'étranger et comment on va se positionner dans tout cet écosystème. Parce que là, aujourd'hui, nous, on sait que le marché il est drainé par le mobile, d'un côté, les consoles, le PC, les abonnements qui sont en train d'arriver à droite à gauche, parce qu'on a cité Apple, mais il y a Google qui fait la même chose. Et à côté,
tu as des consoles, 2 consoles en l'occurrence, PlayStation, Xbox, avec des politiques assez ambiguës, parce que PlayStation, là, ils ont le PlayStation Now qui est du streaming, mais quand même, ils annoncent la PS5. Et on voit l'engouement, les gens sont plus emballés par la PS5 que par le streaming. Xbox, pareil, on est plus emballé par la prochaine Xbox que par le service de streaming qui va arriver en bêta très prochainement. Donc, les gamers aiment l'objet console. Je pense que le vrai gamer, il achètera sa bécane. Les autres, ou ceux, après c'est une question de moyens aussi, ceux qui n'ont pas l'argent, peut-être ils iront vers les solutions de cloud gaming. Mais en se disant peut-être j'économise pour avoir la bécane plus tard parce que moi je veux mes graphismes en ray tracing 4K. Puis un problème aussi de génération. C'est-à-dire que les gamers de demain n'auront peut-être pas l'intérêt d'avoir la console physique. Mais c'est une question d'exigence, peut-être que si. Si le gamer, le gamin de 13 ans là, il se dit, bah voilà, je prends un exemple tout bête, on le met dans son écosystème, il joue en cloud gaming parce que ça, voilà, c'est un jeune. Il n'a plus besoin d'acheter des trucs, il est habitué à Spotify, machin, il possède rien, il n'a rien chez lui, il fera jamais les brocantes plus tard et il joue direct en cloud gaming. Bah, quand il va jouer en cloud gaming, il sera peut-être à aller 60 images par seconde. Allez, je l'espère pour lui en Full HD, peut-être en 4K. Mais peut-être l'autre il va aller chez un pote, son père sera un vieux briscard, il lui aura dit mais non, le cloud gaming c'est nul, vas-y achète la prochaine Xbox ou la PS5. Et là il va jouer chez lui, il va voir qu'il a je sais pas moi, 200 images par seconde, en 8K ou 16K, ça se trouve, ça sera des graphismes de ouf, le son il sera extraordinaire. Peut-être ce gamin-là qui jouait en cloud gaming dira papa, tu pourras pas en acheter une, tu vois. On ne sait pas. Peut-être la meilleure expérience utilisateur va faire que les gens veulent le plus beau. Et nous, dans l'histoire du gaming, on sait que ce n'est pas forcément la puissance qui a fait la différence, parce qu'on cite les consoles Nintendo, c'est l'expérience utilisateur et le fun des jeux qui a marché, parce que la Switch, ce n'est pas la console la plus puissante, mais voilà, dans son usage, elle a cartonné. Ça a été pareil pour la Wii, pour la DS, pour la 3DS. Mais quand même, dans le temps, voilà, on a toujours voulu acheter la prochaine PlayStation parce qu'on voulait le gap technique aussi. Tu vois. Donc, je ne sais pas dans quelle direction ça va partir, mais j'ai l'impression qu'on arrive à sentir déjà le feeling quand on regarde les réseaux sociaux, dans quelle direction ça part. Bon, bah Julien, je te remercie beaucoup. C'est déjà fini ? Bah, c'est déjà fini, je moi suis trop bavard. Non, c'est bien. Moi, je peux parler des heures. Ouais, je veux bien. Moi, tu me fais 4 heures, je suis là. Ça sera avec plaisir. Je reste. On peut même parler du high. Non, on va arrêter. On arrête. On reste pour une prochaine fois. La prochaine fois, ça marche. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à toi, Julien. À bientôt. Bonne journée. Ciao.